À la troisième séance d'optimisation discrète, j'ai beaucoup travaillé avec vous un problème où on demandait d'optimiser une fonction objectif avec ces deux contraintes, vous vous rappelez? Le 8x1, c'était quoi? C'était dans le problème du cambrioleur, si vous voulez. Tout à fait, ici. Oui, ça pèse 8 kg, la barre d'or. 3 kg, on avait ces deux contraintes-là. Ce qu'on a fait la dernière fois, j'ai fait tourner un branch unbound pour résoudre ce problème. Mais j'ai modifié la valeur 32. Pour la première fois, je l'ai fait avec 32 et une deuxième fois, j'ai remplacé 32 avec 19. Donc, pour faire le lien avec la semaine dernière, on avait fait ce branch unbound que j'essaie d'expliquer encore une fois pour faire le lien. Donc, ici, vous voyez, on a ce programme-là où je remplace 32 avec 29. Je maximise un peu. Donc, la zone réalisable, la contrainte rouge, c'était la contrainte de poids. La contrainte bleue, la contrainte de volume. Et avec cette petite flèche ici, je voudrais signifier que je diminue le volume de 32 à 29. Et le branch unbound, qu'est-ce qu'il fait? Il calcule la relaxation linéaire à la racine, où les variables peuvent être continues. Il trouve cette valeur, donc référez-vous à la vidéo de la semaine dernière. Et après, ce qui était très très intéressant à cause de cette diminution de 32 à 29, on avait trouvé une solution qui vaut 7 grâce à la première branche où j'avais pris x1 égale 2. Et cette branche qui demandait beaucoup de travail pour 32 demande d'un seul coup beaucoup moins de travail. Pourquoi? Ici, on fixe x1 à 1. C'est la branche x1 égale 1, 1. Et regardez avec moi ce qui se passe ici. Pour ce programme-là, x1 vaut 1. Je me retrouve avec 3 plus x2. D'accord? Parce que je remplace x1 avec 1. x2, pourquoi j'ai x2 inférieur ou égal à 4? Qui va me dire? Comment j'ai simplifié le problème? Oui. Donc, encore une fois, x1 vaut 1. Ça donne 3x1 inférieur ou égal à 12. Je divise par 3, c'est plus simple. Ça me donne x2 inférieur à 4. Si je fais la même manipulation dans la deuxième contrainte, je me retrouve avec x2 inférieur à 3 et quelques. Et si je calcule la valeur optimale en nombre réel, je tombe sur une valeur de 6 et quelques, 6,8. Et comme j'avais déjà une borne inf qui valait 7, trouvée grâce à une autre branche, ça veut dire, je sais que je peux partir chez moi avec cette unité de profit. Du coup, ça nous a permis de couper la branche. Donc à l'examen, vous allez peut-être avoir des exos sur ce type d'algorithme. Et même au niveau des TP. Je peux revenir sur certaines choses par rapport à cela si vous me sollicitez. Sollicitez-moi. Dites-moi. Oui, pour un programme différent. Ça peut se faire avec un papier, un crayon ou non? Oui, oui. Je vais chercher quelque chose, un sujet pour que ça puisse se faire comme ça de tête. C'est pas le cas ici, mais en fait, regardez bien, c'était un peu le cas ici. Parce qu'il y a plusieurs manières de faire le branching. Je pense que je vais donner un exemple de cette nature-là. Qu'est-ce que je vous conseille de résoudre de cette manière-là? Si je tombe ici à la racine, je peux vous donner la solution à la racine. Je pense que je vais faire ça. Je vais vous donner la solution optimale en nombre réel à la racine. Et ici, on avait 2,5 à la racine. Après, il y a plusieurs manières de faire le branching. Vous pouvez faire le branching avec deux branches. Une qui dit
x1 inférieur ou égal à 2 et l'autre x1 supérieur ou égal à 3. Mais ici, ce que je fais toutes les possibilités pour x1. Et vous allez avoir ce type, vous allez pouvoir faire ça à l'examen. Et du moment où j'ai x1 égale 2, x1 égale 1 ou 0, regardez, chaque branche ici, ça revient à résoudre un programme avec une seule variable. Du coup, regardez cette branche-là. J'ai que x2. Du coup, la valeur optimale de x2, quand vous avez ces deux contraintes, ça va être la valeur plus petite à droite. Pas besoin d'ordinateur pour résoudre un programme avec une seule variable. Je vais vous parler par la suite d'une autre manière de résoudre ce type de problème. Donc, pour avoir quelques bases théoriques, ça s'appelle une méthode à base de coupe ou d'inégalité valide. Voilà, je pars du même programme et je présente cette notion de coupe. Okay? Comment ça fonctionne? C'est une méthode qui va prendre le programme de départ et il va faire quelques manipulations intelligentes pour le simplifier. Pour que sa résolution soit plus aisée. N'hésitez pas à m'interrompre dans tout ce que je fais. Une question qu'on se pose, regardez, vous avez ça. Et si on divisait la première contrainte par 8 et la deuxième par 6? Je fais cette division. Ça me donne ça. D'accord? C'est juste un calcul, vous pouvez vérifier. Je me suis rendu compte que des fois, pédagogiquement, pour le prof, ça peut être très bien de faire de temps en temps quelques erreurs dans les slides pour voir si les auditeurs suivent. Mais ici, il n'y a pas d'erreur, je pense. C'est qu'une division. Mais si j'aurais pu glisser une erreur pour voir si vous suivez. Okay. Donc, suivez-moi s'il vous plaît, vérifiez les calculs, pas forcément les calculs, mais la logique. Qu'est-ce qu'on peut faire par la suite? On sait que x1 et x2 sont des variables entières, d'accord? Qu'est-ce qu'on peut faire à partir de cette idée? Les variables sont entières. x1 plus x2 inférieur à... Tac. Et on peut prendre la partie... Ça, je pose comme question. Qu'est-ce qui se passe? Donc déjà, pour la deuxième contrainte, c'est clair, on peut la transformer à ça. Mais est-ce que j'ai le droit de déduire cette inégalité aussi à partir de la première inégalité? Parce que ici, qu'est-ce que je fais? Je prends la partie entière à droite et la partie entière de chaque terme. Donc, je vais m'expliquer. Ici, c'est une manipulation un peu astucieuse. Qu'est-ce que j'ai fait? Le 0,3 machin, en fait, je le remplace par 0. Ça veut dire que je me retrouve avec une expression qui sera plus petite que ça. En l'occurrence, je reste avec x1. Donc, étape intermédiaire, je prends ça, si vous voulez, plus simple, et j'oublie cette partie qui est positive. Je me retrouve avec x1 inférieur ou égal à 2,5. Ça doit être une vérité, ça, vous me suivez là? Où j'ai créé. Mais du moment où j'ai x1 inférieur ou égal à 2,5, et du moment où x1 doit être une variable entière, grosso modo, j'ai x1 inférieur ou égal à 2. Tout ça pour vous montrer une manipulation algorithmique pour dire que pour le problème de départ, je ne peux pas prendre 3 barres d'or.
vous avez cette contrainte-là en termes de kilos. Je répète, 8 kilos la barre d'or, 3 kilos les billets. Si j'ai cette contrainte-là, il n'y a pas de place pour 3 barres d'or, c'est clair, parce que ça aurait fait 24. Mais ici, je viens de vous présenter, si vous voulez, une manière algorithmique et non pas intuitive pour faire ces calculs. On divise ici par une valeur et après on prend la partie entière et on se retrouve avec quelque chose qui est tout à fait légitime. X inférieur ou égal à 2. Et à quoi ça sert ce type de manipulation? Ça nous aide à mieux modéliser la zone réalisable du problème. Regardez ici, j'ai x1 sur l'axe horizontal. Du moment où j'ai x1 inférieur ou égal à 2, ça me permet d'avoir une zone réalisable un peu plus raffinée. J'ai x1 plus x2 inférieur ou égal à 5. Et j'ai cette zone réalisable grâce à ces deux contraintes-là. D'accord? Pour représenter le phénomène, peut-être sur un autre graphique pour que les choses soient claires, si je reviens sur l'autre graphique que vous avez vu, regardez, la zone réalisable du programme de départ, c'était ça. Là, je vais faire un tableau. Si vous voulez, ça peut être plus clair. Là, grâce à ces deux contraintes-là, je viens de déduire x1 plus x2 inférieur à 5, rappelez-vous, et x2 inférieur ou égal à 2. Ça veut dire qu'à partir de ça, grâce à x1 inférieur ou égal à 2, comme j'étais capable de trouver cette contrainte-là, ça va faire comme ça. Ça veut dire que cette zone-là, elle est exclue du problème. Et comme j'ai ajouté x1 plus x2 inférieur ou égal à 5, en fait, j'étais arrivé à ramener cette contrainte en bleu à ça. Donc, grâce à des manipulations algébriques, la zone réalisable du problème du départ, elle est devenue plus petite. D'accord? Ouais. Après, Mais par contre, c'est pas suffisant pour modéliser tout le problème. Parce que regardez, quelles sont les solutions réalisables? 1, 4, 2, 1, 2, 1 et 1, 4. Et je reviens sur le slide qui est présenté un peu d'une autre manière. C'est pareil, vous comprenez? C'est un autre graphique où juste les couleurs sont différentes. 1, 4 c'est réalisable, 0, 5 c'est réalisable. Les points, les croix, sont les solutions réalisables. Mais si j'utilise que x1 inférieur ou égal à 2 et x1 plus x2 inférieur ou égal à 5, c'est pas bon, parce que je me retrouve avec des solutions réalisables comme 2,2, qui consiste à prendre 2 barres d'or et 2 paquets de billets qui ne sont pas corrects. Est-ce que vous m'avez suivi? C'est une méthode qui essaye de prendre la zone réalisable. Et quel est mon objectif? J'ai ces croix-là. Et je veux une zone réalisable qui va serrer autour des croix. Parce que si je serre autour des croix, ça va être mieux. Et là, je vous pose une question. C'est pas suffisant ces deux contraintes-là. Mais je cherche encore une contrainte que je viens d'afficher. Je la cherche. Je la connais pas encore. Mais imaginons qu'on avait encore une contrainte, celle que je viens d'afficher, qui était capable de relier le point 1, 4 du point 2, 1. Et là, vous savez quel est l'avantage si j'arrive à décrire la zone réalisable de cette manière-là? Et si je veux savoir si vous avez l'intuition. Disons que j'arrive à générer cette contrainte par des manipulations algébriques. À quoi ça me sert? Oui, pensez au sommet. Vous avez fait la programmation linéaire. On vous a dit que la solution optimale d'un programme linéaire standard en nombre continu, c'est toujours un sommet de la zone réalisable. Et quel est l'avantage de cette zone réalisable? Si je résous le problème en nombre réel,
grâce à la programmation linéaire classique. Oui, je tombe toujours sur un sommet qui est entier. Tous les sommets de ce problème sont entiers, si le problème est décrit comme ça. Alors que dans le branch and bound que je vous ai montré tout à l'heure, à la racine, j'avais trouvé 2,5 comme solution optimale. Mais si j'arrive à faire des manipulations algébriques à partir des contraintes de départ pour les serrer, pour que la zone réalisable serre ce qu'on appelle l'enveloppe convexe des croix, là, si j'appelle un solveur de programmation linéaire classique, il va me sortir une solution optimale qui sera entière, vous comprenez, à la toute première étape. Et du coup, c'est la solution optimale. Vous voyez la logique? Donc, moi, je fais un cours sur l'optimisation discrète, mais vous avez vu, je pense, avec Eric Soutil, la programmation continue, et tout mon cours repose sur l'idée que pour moi, c'est facile de résoudre un programme en nombre réel, s'il n'y a pas la contrainte que les variables soient binaires ou entières, d'accord? Mais si jamais la zone réalisable est comme ça, les deux problèmes deviennent équivalents, un nombre réel ou un nombre entier. On ne va pas se fatiguer parce que j'ai pas beaucoup de temps pour voir comment on pourrait déterminer cette contrainte, mais vous allez voir que c'est un peu difficile, mais c'est possible. Cette contrainte-là, si je devais l'écrire, c'est 3x1 plus x2 inférieur ou égal à 7. La dernière, c'est ça. 3x1 plus x2 inférieur à 7. Donc là, on a besoin d'un algo intelligent qui, à partir des contraintes de départ, j'ai besoin d'un truc quand même assez, de manipulation assez fine, astucieuse, pour, j'étais parti de quelle contrainte? J'étais parti de, je vais l'écrire comme ça, j'étais parti de, donc vous comprenez, la difficulté est là. Parce que moi, j'étais parti de 8x1 plus 3x2 inférieur ou égal à 20 et de 6x1 plus 6x2 inférieur ou égal à 32. Mais il est possible, par des calculs mathématiques, de mélanger un peu ces deux contraintes, faire des manipulations algébriques pour prouver que ça implique 3x1 plus x2 inférieur ou égal à 7 en nombre entier. C'est un peu compliqué, mais c'est possible. Donc, ça c'est une autre technique utilisée par les solveurs, et je finis là cette idée. Des fois, les solveurs sont capables de prendre le programme que vous lui donnez, ils commencent à le serrer. À serrer les contraintes, à les mélanger, à faire des additions. C'est possible, mais c'est compliqué. Oui, on peut essayer. Bon, essayez, je ne sais pas si le sujet vous plaît. On peut faire peut-être une sorte de combinaison linéaire des deux. Oui. C'est comme ça que ça peut marcher. Disons que je transforme la deuxième, comme je l'avais montré, inférieur ou égal à 5. Qu'est-ce que j'avais? x1 plus x2 inférieur à 5. Oui, il faut qu'on reste. On avait 6, 6. Comme ça. Comme ça. Et ça donne 10. À la place de 32. On fait la moitié de 32, 16.
Oui, dites-moi. Après, non, ça c'est pas facile. Non, ça marche pas. Non, ça c'est pas une question facile. C'est possible, mais il faut des algorithmes très poussés derrière. Si c'était facile à faire ça, le problème de départ aurait été facile. Parce que vous comprenez, une fois qu'on a trouvé cette enveloppe convexe, on a serré à ce point-là, on envoie ça à simplex, et c'est bon. Mais la difficulté du problème a été déplacée dans cette question de trouver les égalités qui vont, si vous voulez, serrer autour des points entiers. Donc je ne crois pas qu'on puisse trouver une solution comme ça très très vite. On peut juste dire que 5x1 c'est inférieur ou égal à 4 en soustrayant les deux lignes. Ah, mais vous ne pouvez pas soustraire, faites attention. Vous pouvez faire que des additions. Si on s'amuse à soustraire, c'est compliqué. Peut-être si je divise ça par... donc je veux... Le plus simple, peut-être... J'essaye. Je vous promets, Yann. Je divise ça par 3. Non. Je veux, disons, je multiplie ça par 3 sur 8. Pour que je tombe sur 3x1. Je vais avoir 3x1 plus 9 sur 8 x2 inférieur ou égal à 60 sur 8, c'est ça? Qui est combien? 60 sur... Ça veut dire 7 et quelques. 7... je pense que c'est... Oui, merci, vous pouvez me dire. Combien? 25? Ouais, 5. Merci. En fait, on peut manipuler que cette contrainte-là, donc on a multiplié par 3. Et après, un peu la même technique que tout à l'heure. J'ai ici 3x1, d'accord, inférieur plus x2. Je remplace 9 sur 8 avec x2. C'est inférieur, d'accord? La seule différence entre ce terme-là et ce terme-là, c'est que je remplace 9 sur 8 avec 1. Donc, automatiquement, je dois diminuer. D'accord? 9 sur 8 x2, je le remplace avec x2. Donc, je suis plus petit. Donc, je vais l'écrire comme ça. 3x1 plus 1x2. Qu'est-ce que je fais? Je remplace 9 sur 8 x2 par x2. Donc je diminue. Donc je me retrouve que ça c'est inférieur ou égal à 7,5. Mais comme je suis un nombre entier, donc ça doit être en fait de facto inférieur ou égal à 5, à 7. Voilà, ça n'a pas été si dur. Donc je viens de découvrir cette contrainte-là, qui est correcte en nombre entier pour le problème de départ, mais j'ai utilisé une certaine intelligence, intuition humaine, qui n'est pas machinale. Mais il y a des méthodes qu'un ordinateur peut exécuter machinalement. Parce que c'est ça le nerf de la guerre. C'est pas que l'homme puisse avoir une intuition et puisse trouver, je sais pas trop comment, une manière de faire sur un exemple, mais je veux automatiser le processus pour que ça marche pour n'importe quel programme donné. Mais c'est ça l'idée de départ. Et derrière, il y a des algorithmes qui arrivent à faire ça.
vous comprenez. Là, j'espère que j'ai l'impression que j'ai été clair. Du moment où, vous avez vu, du moment où j'ai cette zone réalisable, c'est bien la zone réalisable du problème de départ, mais je l'ai décrit, je viens de décrire le problème de départ grâce à d'autres contraintes en fait. Mais les solutions entières restent les mêmes. Et grâce à ces contraintes, les solutions entières restent les mêmes. Et la solution optimale en nombre continu dans cette zone blanche, ça va forcément être une petite croix. Ça veut dire une solution entière. Et voilà, j'ai résolu le problème. Sans faire du branching à la racine. Ça, c'est une autre manière. Et vous allez voir, peut-être dans beaucoup de solveurs, y compris GLPSOL, des fois, ils peuvent vous afficher des informations comme je génère des coupes. I generate cuts in English. Quand vous voyez qu'il génère des coupes, ça veut dire qu'il fait ce type de manipulation et il génère ce qu'il appelle des coupes. Okay. Donc, des questions. On a résolu ça de cette manière-là. Est-ce que c'est moins coûteux que Des fois, c'est plus coûteux. Mais des fois, on peut mélanger les deux, en fait. Parce que si on n'arrive pas à modéliser jusqu'au bout le problème comme on le souhaite, mine de rien, si on a quand même rétréci, diminué la zone blanche, la zone réalisable, même les bornes calculées par Branch and Bound vont être plus serrées. Et on a plus de chances si on a seulement plus de chances de tomber sur une solution optimale entière, on a plus de chances de couper plus vite. Donc des fois on met les mélanges, et beaucoup de solveurs, pendant le Branch and Bound, génèrent ce type de coupe. Ok, donc ici, le Branch and Bound, on l'a déjà fait. Je donnais des exemples dans les slides. Après, vous avez un slide de théorie où ne vous fatiguez pas à tout lire. Tout ça pour vous dire que heuristique et méta-heuristique, vous allez étudier avec moi d'ici 6 semaines, je pense, sur la partie non exacte. Moi, j'ai fait des méthodes exactes. Bon, je préfère passer à des solutions, à des programmes GLPSOL, ce qui à la résolution des problèmes grâce au langage. Vous avez fait la dernière fois ce problème sac à dos avec moi. J'espère que vous avez déjà ce slide. J'espère que vous ne l'avez pas jeté, j'ai encore des copies. Donc ça vous donne une bonne base de départ pour retenir la syntaxe du GLPSOL. J'ai encore des copies. Donc ici, vous avez à gauche un programme modélisé de manière classique avec des variables. À droite, ce qui est nouveau à droite, on utilise ces paramètres et des tableaux de variables. Les données, chaque variable ici, vous voyez, j'ai la variable x, qui est définie sur la plage d'indices de 1 à n. Je ne sais pas, vous auriez une question pour tout ce que vous avez vu sur ce slide? Parce que j'essaie de vous habituer avec la modélisation. Donc, je finis avec la résolution. Je vous ai montré comment ça marche, les coupes, le Branch and Bound. À partir de là, je fais que de la modélisation pour vous aider à utiliser GLPSOL. Est-ce que vous aurez une question? Est-ce que vous trouvez ça un peu en langage d'extraterrestre? J'avais vu avec un collègue à vous. Ici, il y a ST. Qu'est-ce que c'est ST ici? C'est Subject to. Vous pouvez le remplacer par Subject to. Qui? Max? Maximize, oui. Non. Ah non, ça n'a rien à voir. C'est mon éditeur de texte qui l'a mis par erreur. C'est le nom. N'oubliez pas, chaque contrainte doit porter un nom. Et je lui donnais .max. Après, n'oubliez pas, pour afficher un tableau, regardez, c'est une construction un peu bizarre en for. Pour chaque i de 1 à n, il ne faut pas mettre point virgule après accolade, mais il faut la mettre avant pour faire le printf. Et le printf ici, il suit la
si vous voulez une logique héritée du langage C, qui dit quoi? Quand vous voyez printf machin, ce truc d'extraterrestre, ça veut dire, si vous n'êtes pas familier avec le C, ça veut dire que printf, il va afficher la chaîne de caractères ici, entre guillemets, entre double quotes. Mais lorsque vous voyez entre double quotes pourcentage quelque chose, d'habitude, ça veut dire que le pourcentage G ici, ça va être remplacé avec la valeur qui vient après. Pourcentage G, ça sert à afficher une valeur avec virgule, d'une manière jolie. En flottant. Il y a aussi pourcentage F, mais pourcentage G, ça l'affiche d'une manière encore plus compacte. C'est plus joli un peu. Et vous avez aussi pourcentage D. D, c'est une valeur entière. Mais donc, bon. Oui? Quand vous dites une valeur entière, c'est-à-dire que si on veut obtenir la partie entière, au lieu de faire backslash, ou des choses, le printf pourcentage permet d'avoir que la partie entière. Oui. Il va, si vous lui passez quelque chose qui n'est pas entier, il va l'arrondir. Mais si vous avez d'habitude, on l'utilise avec une valeur entière. Parce que sinon, il y a de la confusion quand même. Voilà, sinon, mais donc ici, et c'est très bien parce qu'en fait, pourcentage G, il passe partout. Parce que vous lui donnez G, et ici, même si c'est binary X, G, il va pas s'amuser à afficher les virgules. Donc il l'affiche comme si c'était entier. Si vous lui passez F, au lieu de vous afficher 0, il affiche 0.0. Avec F, c'est pas joli. Avec G, si c'est 0, il affiche 0, il n'a pas de O. C'est plus joli. Donc ça résout un problème de sac à dos. Les paramètres, bon, c'est formulé d'une manière bizarre. Donc il faut les déclarer au début du programme. Et ici, vous avez un bloc de code qu'on appelle data, et avec 2 points égales. Ici, qu'est-ce que ça veut dire pour A, 2 points égales? Qu'est-ce que j'ai ici? Pourquoi j'ai 1, 2, 3, 4? C'est les indices, en fait. Indices. Donc, c'est peut-être un peu bizarre. Bon, c'est comme ça. Non, à 1. Donc, dans beaucoup d'autres langages, il ne faut pas préciser les indices. Dans d'autres langages, vous auriez pu juste donner les valeurs. Et si jamais vous avez une matrice, ça veut dire un tableau à 2 dimensions, ça va s'écrire de cette manière-là. Si c'était un tableau de variables, j'aurais eu param, disons que je l'appelle math, 2 points égales, et ici je donne les indices colonnes, ici les indices sur les lignes, et ici je m'amuse à mettre les valeurs. Ouais. Je peux chercher dans mes fichiers un exemple. Je dois avoir je sais plus. Non, c'est pas ça, excusez-moi. Vous avez ici un exemple de programme qui utilise quelque part un tableau à 2 dimensions. Qu'est-ce que vous avez ici? Je peux vous décrire ce programme un peu plus tard, parce que c'est intéressant. Regardez comment ça marche, voilà. Je préfère même le faire comme ça, vous voyez, quand vous mettez 2 points, donc vous comprenez? Là, vous voyez les indices colonnes et les indices des lignes. D'une certaine manière, le fait de nommer les indices, c'est plus joli à voir, parce que vous regardez tout de suite cette valeur, elle correspond à la ligne 3 et à la colonne 4. Donc ça veut dire que A 3,4 si vous voulez, c'est cette case-là. Donc, ouais. Ça je peux ajouter dans les slides ce programme. Je peux le mettre dans les slides plus tard. Mais pour l'instant, on ne l'utilise pas. Des questions sur ça, donc il faut être à l'aise avec ce type d'écriture
logiciel pour réussir le TP-Noté. L'essentiel, c'est d'être à l'aise avec ça. Peut-être que pour avoir 20 sur 20, ça ne suffit pas. Mais pour avoir une note tout à fait correcte, si vous savez modéliser un problème, l'écrire sous cette forme-là, c'est bon. Des questions? Oui? 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 Vous pouvez imprimer les slides. Oui, vous avez droit à la documentation. Parce que de toute façon, comme on est une formation hybride, beaucoup de personnes suivent à distance. Donc, je peux pas et je veux pas interdire l'accès à l'Internet. Ce qui me gêne, je dois vous le dire, c'est un peu ChatGPT. Et des fois, j'arrive à le détecter. Vous savez comment j'arrive à le détecter? Il y a des étudiants qui fournissent une solution correcte GLP-Sol, mais avec des constructions et des mots-clés du langage que moi, j'ai jamais présentés. Donc, dans ce cas-là, soit c'est des gens hyper passionnés par GLP-Sol qui sont allés au-delà de mes slides pour étudier le langage dans toute sa diversité, ou plus probablement, ChatGPT, il n'a pas compris qu'il fallait fournir une solution qui se limite à ce que j'ai présenté moi dans mon cours. ChatGPT, il s'est permis d'utiliser toutes les possibilités du langage. Donc, ChatGPT, c'est pas bon. Bon, vous pouvez l'utiliser pour avoir peut-être une information ou deux. Mais, des fois, je me retrouve avec un code qui dépasse même mes connaissances à moi du langage. Et c'est très très peu probable qu'un étudiant, un auditeur aurait été si passionné, surtout quand il y a plusieurs, qui trouvent des solutions très différentes. Donc, oui, c'est ça. ChatGPT, il connaît toutes les possibilités du langage. Ok, mais bon. On va résoudre ensemble quelques problème grâce à GLP-Sol, ou au moins je vais donner, comme je ne vais pas beaucoup parler, je vais peut-être donner que là, à vous de me dire, vous pouvez me guider, c'est vous les patrons. Je peux donner que le programme, que le modèle, ou je peux le traduire en GLP-Sol, et je prends un problème que vous avez peut-être déjà vu, si vous avez fait tous les TP jusqu'au bout, mais voilà un exemple de problème à modéliser. Nous avons des écoliers qui veulent partir en vacances. Ok? Nous sommes, disons, directrice d'école, si vous voulez. Je peux pas être directrice, ni directeur. Bon, j'ai un nombre de bus à payer. On veut bien sûr, on veut pas maximiser le coût. On est d'accord. Le coût, tout le monde veut le minimiser, et tout le monde veut maximiser le profit, c'est ça? Ça, on veut minimiser le coût. Déjà, pour réfléchir un peu au problème, qu'est-ce que vous faites si jamais vous êtes dans ce cas de figure et vous n'avez pas GLP-Sol? Qu'est-ce qu'il faut faire déjà? Pour transporter tout le monde, qu'est-ce que c'est moins cher? Vous prenez le premier et le dernier peut-être. Si vous prenez le premier et le dernier, une seule fois le dernier, ça fait 1700 plus 1200, 2900. Mais vous pouvez aussi, je sais pas, il y a plusieurs manières. À mon intuition, il faut prendre le premier et le dernier, je pense. Ah, bon, non, ça couvre pas, pardon. Ah, il manque pas pour de l'eau. On laisse 5 personnes à la maison, ça va pas. Donc, quoi qu'il en soit, il faudra 3 bus.
Bon. Bon, ne vous fatiguez pas outre mesure parce que... peut-être 2 de 30 et 1 de 40. C'est crédible. C'est crédible. On peut écrire peut-être le code si vous voulez. Disons, on écrit le code très très vite. On fait ça? Je sais pas. Qu'est-ce que vous préférez? J'écris très vite le code ou... Ok, vite fait. On est au slide 42. Vous allez me guider peut-être. Après, vous me dites quand est-ce que vous voulez que je m'arrête. Parce que c'est presque 19h. J'aurais voulu corriger le TP. Vraiment, c'est vous les patrons aujourd'hui. Je me suis dit, je le fais ou pas? Au moins pour voir. Donc, là, vous utilisez, comment vous faites? Oui, vous prenez la fiche que je vous ai donnée, ça veut dire, vous partez de ce slide-là. Et ici, on va juste un peu réutiliser le code à gauche au niveau de la syntaxe. Donc, ouais. Donc, je fais comme ça. Moi, par exemple, je mets à gauche ça. Pardon. Pour que pour que je puisse le voir. Et ici, j'écris le code. Qu'est-ce que j'ai? Var B1 bus 1. Ça c'est binary. Parce que c'est 0 ou 1. Var B2 integer. On écrit inférieur ou égal à 3. Var B3, si j'ai bonne mémoire. Integer. Inférieur ou égal à 2. Ça. Maximize. OBJ de minimize. Minimize. Le premier bus, ça coûtait 1000 €. 1700 fois B1 plus, je regarde, bon, c'était combien? Excusez-moi, bon. Oui, 1200. 1000 fois B2 plus 1200 fois B3 avec ST ok, nombre de le nom de la contrainte c'est un nombre, nombre de personnes si vous voulez, et je vais avoir le premier c'est 50. Qu'est-ce que ça veut dire? 50 fois B1. Si je prends le B1, j'ai déjà 50 places. Si vous voulez, je vais dire comme ça, nombre de places. 50 plus B1 plus 30 fois B2 plus 40 fois B3 supérieur ou égal au nombre de colliers. Solve. Display. End. Et je croise les doigts. J'affiche pas B1, B2, B3. Mais je croise les doigts pour avoir la valeur optimale quand même. Il y aura peut-être des erreurs, on va corriger. Tac, 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 tac. Ligne 7. Il n'aime pas quelque chose dans l'expression. Ah, bien vu, oui. Oui. Display OBJ. Bien sûr, j'avais rien mis. Voilà, il a trouvé que ça coûte 3100. Pour afficher les bus, voilà, pour faire un affichage joli, vous faites un printf. D'abord, par exemple, vous mettez des étoiles. Anti/n, c'est pour sauter une ligne. Vous allez voir la différence. Je mets ça 2 fois. Ça veut dire qu'au moins, il va mettre entre étoiles le résultat de ce que j'affiche moi. Ici, quand il vous dit solution LP trouvée, il a résolu la relaxation linéaire. Il a utilisé une version du simplex. Il a utilisé une heuristique, d'où un besoin d'avoir des algorithmes heuristiques. Vous allez étudier ça avec moi d'ici 6 semaines. Et après, tree is empty, il a fait son branch and bound. Et c'est comme ça qu'il a résolu la chose. Et après,
au lieu de display obj, je vais faire printf comme ça. Pourcentage d, je vais dire comme ça. Bus 1, pourcentage d. Bus 2, pourcentage d. Bus 3, pourcentage d, virgule, qu'est-ce que je mets? Chaque pourcentage d, B1, B2, B3. B3. Ok? Et j'exécute. Ça va pas. Il a pris le premier bus une fois. Le deuxième moisin, il s'est permis d'aller dans des variables entières parce que je ne lui ai pas dit. Donc la solution n'est pas correcte. Heureusement qu'on l'a affiché. Il a résolu, si vous voulez, une relaxation du problème où il a fait ça. Ça va pas. Donc ici, vous ajoutez par exemple comme ça, supérieur ou égal à 0. C'est pareil. Ou directement ici, je pense que c'est comme ça. Pardon? Non. Ah, bien vu, bien vu. Oui, oui, oui. Ah oui. Donc je continue. ST bus 1. Comment dire? Oui, bus 1. Et ici je dis juste B1 inférieur ou égal à 1. C'est variable binaire. Pas besoin. Oui, merci. Pour bus 2, j'ai 3. Et bus 3, dis donc. C'est déclaré dans les variables. Ah, C'est pour ça que vous avez dit ça. ah oui, pardon, excusez-moi, oui. Oui, c'était déjà déclaré, oui. J'avais déjà dit. Le B2 est inférieur ou égal à 3. C'était déjà... Donc pas besoin. Si jamais il y avait besoin, vous faites comme je viens de vous montrer. Donc il a pris 2 fois le bus 2 et une fois le bus 3. Pour régler l'affichage, ici, après le dernier pourcentage D, encore une fois anti-slash n. Ok, donc la solution du problème, on l'a. Est-ce que vous m'avez dit ça de mémoire? Oui. Des questions? Des questions? Ok. Ah, ouais. Donc ça c'est un exemple d'exo relativement facile que vous pouvez avoir pour le TP Note T. Presque 2, parce que je pense que c'était même un des exos de TP que vous avez déjà fait, si je me rappelle bien. Je vais finir le slide jusqu'au bout. Je vais remettre le code tout de suite. Parce que là, je suppose, je change encore le problème. Je vais dire que la compagnie de transport, il va nous facturer aussi un coût fixe, que j'appelle C, par colis transporté. Vous comprenez? Pour faire simple, je ne sais pas comment dire, je modélise le problème comme ça. Disons qu'on nous demande de payer 1 euro. Comment dire ici? Ouais. L'idée c'est que si vous prenez le bus de 50, il coûte 1700 euros. 1700 euros. Quand je dis 001 fois C, ça veut dire que pour ce bus-là, il va nous facturer 17 euros par écolier, en plus du coût fixe. Vous comprenez? Donc comme ça, si vous prenez par exemple une seule personne dans un bus de 50, vous payez 1700 plus 17. Parce que dans la solution qu'on nous a donnée, qu'il vient de nous donner, on a 30 plus 30 plus 40. Donc j'essaie de modéliser ça.
Donc à partir de là, je dois faire en sorte de déterminer pas seulement quel bus prendre, mais combien de colliers mettre dans chaque bus. Donc là, vous savez ce que je préfère faire. Je fais une petite pause et vous réfléchissez à ce problème-là si vous voulez, ou sinon vous faites d'autres choses, mais je fais une petite pause pour que ça soit un peu plus allégé. Après 1 heure, intègre x1, le nombre de colliers dans le premier bus, 1, 2, 3, pareil pour 2, st, nombre et colliers, je mets comme ça, je ne mets pas d'accent, et vous avez dit x1 plus x2 plus x3 égale à, c'est ça ce que j'ai ça. Quels sont les coûts que je dois ajouter? Les coûts, d'après les données, c'est 17 fois x1, j'écris comme ça, plus 10 fois x2, plus 12 fois x3. C'est ça ce que je paye pour chaque collier. Parce que c'était 0,01 dans les slides, si vous suivez, c'était 0,01 fois C. Où C, c'est le coût fixe par bus. Oui. Oui. Ah, pardon. Oui, ici. Donc, x1, le nombre de colliers dans le bus 1, je vous aide, c'est inférieur ou égal à quelque chose. Qu'est-ce que ça peut être ce quelque chose? Si jamais je prends le bus, il faut que ça soit inférieur à 50. Si jamais je ne le prends pas, il faut que ça soit inférieur ou égal à 0. Qu'est-ce que je dois mettre? x1 inférieur ou égal quelque chose par rapport à B1. 50 fois B1. Ici. Vous mettez x1 50 fois B1. Ça veut dire, si jamais B1 vaut 0, vous l'obligez x1 à 0, parce que c'est 50 fois 0. Sinon, vous pouvez aller jusqu'à 1. Pareil pour B2. Quelle est la différence si je mets x2 B2, x3 B3? Quelle est la différence? Pour B2, c'est la capacité du bus, c'est 30. 30 fois B2. Et le dernier bus, il pouvait mettre 40. Sauf erreur de ma part, vérifiez-moi. Ça modélise les bus comme ça. Et voilà, pour printf, je vais copier cette ligne-là. Mais au lieu de B1, B2, B3, je mets x1, x2, x3, x1, x2, x3. Et ici, au lieu de bus, je vais mettre juste x. Et je croise les doigts. Là, on va trouver un prix difficile à calculer sans utiliser d'ordinateur pour le directeur ou la directrice d'école. Voilà, il a décidé de prendre toujours 2 fois le bus 2 et 1 fois le bus 1. Il va mettre 30 personnes dans les 2 bus de 30. C'est ça? Le bus, c'était ça? Oui, et 35 personnes dans le bus de 40. Donc, de cette manière, on dit exactement combien de colliers mettre dans chaque bus. Bon, je continue à modéliser des problèmes de cette nature avec vous, mais je vous écoute si vous voulez une photo, faites-la. Et si vous avez une question, il ne faut pas hésiter à la poser.
Oui, Parce que, en fonction de ce calcul, oui. est-ce qu'une entreprise est capable de, par exemple, si elle voit que c'est moins rentable, d'enlever un bus, quoi. Là, je vois, il y a le bus à 0. Oui, qui sert à rien. Ouais. Oui, bien sûr, oui. Oui. Il faut juste détecter que c'est inutile, c'est trop cher. Oui, je pense que c'est l'idée. Le bus 1, c'était trop cher. Oui. La condition sur le nombre de places, Hmm. je pense qu'elle n'est pas nécessaire. À partir de là, elle n'est plus nécessaire. Vous voyez? Parce que, merci, oui. Parce que de toute façon, on a calculé x1, x2, x3. Et on a dit que l'addition fait ça. Donc cette contrainte, je peux la mettre même en commentaire. Parce que ça servait à obliger à sélectionner les bus qui permettent de prendre les écoliers qu'on a dans les 3 bus. Ok, je vais présenter un peu plus vite, je vais accélérer un peu quelques autres problèmes qu'on peut modéliser de cette manière-là, mais je n'aurai pas le temps de faire le code GLP-Sol à chaque fois. Mais là, on commence à étudier des problèmes d'une échelle plus grande, ça veut dire qu'on a beaucoup de variables. Vous avez fait les graphes avec Cédric Benz, n'est-ce pas? Un graphe, c'est quoi? Un ensemble de sommets que j'appelle ici V et un ensemble d'arêtes que j'appelle E. En graphe, vous pouvez avoir le graphe du métro parisien. Chaque station, c'est un sommet du graphe. Chaque trajet d'une station à l'autre, trajet direct, je veux dire, c'est une arête. Ce trajet direct, ça veut dire entre la station Arts et Métiers et la station Réaumur-Sébastopol. Ok, ça c'est une arête. Il n'y a pas d'arête des Arts et Métiers jusqu'à Charles de Gaulle Étoile. Une arête, ça permet de relier 2 stations adjacentes. Ce qu'on nous demande dans ce problème du stable maximal, si on a un graphe, prenez le graphe du métro parisien, je cherche le stable de taille maximale. C'est quoi un stable? Un ensemble de sommets sans arête. Vous sélectionnez un ensemble de sommets de telle façon qu'il n'y ait pas d'arête entre les sommets sélectionnés. Je donne un exemple. Vous avez ce graphe-là. Est-ce que c'est un stable? Vous prenez, disons que le graphe c'est ça. Vous prenez ce sommet-là et ce sommet-là. Il n'y a pas d'arête entre les sommets sélectionnés. Vous trouvez pas 2 sommets sélectionnés avec une arête. Il n'y a pas de sommet adjacent parmi les 3. Vous cherchez sur Google stable max dans un graphe. Voilà une belle image ici. Ah, pardon. Tac. Je pense que cette image, elle est très intéressante si vous utilisez un graphe pour représenter un réseau social. En fait, imaginez que les arêtes représentent des gens qui se détestent mutuellement ici. Si vous avez ces personnes-là, et si chaque arête représente 2 personnes qui se détestent mutuellement, vous voulez former une équipe de taille max, de telle façon qu'il n'y ait pas 2 personnes qui se détestent dans l'équipe. C'est logique. Donc là,
vous avez ce stable-là, il ne se déteste pas, ces 4-là. C'est mieux, si vous voulez, que le stable de Anne, Bernard et Guillaume, ils ne se détestent pas non plus, ces 3-là. Mais si je veux une équipe maximale, je vais choisir les exemples donnés ici. D'accord? Donc, ok, je sauvegarde l'image, c'est très pédagogique. Donc, c'est pour ce type de raison qu'on peut chercher à résoudre ce problème. Mais il y a d'autres raisons. Je vais donner d'autres exemples d'application, mais voilà comment on va le modéliser. On aura besoin des sommes, comme dans le slide à droite que vous avez imprimé. Donc, je vais mettre une variable xv pour chaque sommet v, petit v dans grand v, qui me dit si je le sélectionne ou pas. Je maximise la somme. Okay? Donc, dans l'exemple ici, je vais avoir xv égale 1 pour Chloé, pour Daniel, pour Françoise, vous avez compris, et pour Edouard, dans la solution optimale. J'ajoute que xv est binaire. Et qu'est-ce que vous comprenez grâce à cette contrainte-là? S'il y a une arête uv, si u et v se détestent, dans la sémantique que je viens de donner, j'ai xu plus xv inférieur ou égal à 1, ce qui veut dire que on ne peut pas les prendre en même temps. Parce que si je m'amuse à les prendre les deux, je mets xu égale xv égale 1, la contrainte est violée. Donc, deux applications. Une application, j'ai déjà donné. Donc, sautez ça. Je parlais des individus qui se détestent. Mais une autre application un peu plus industrielle. Quand je sais pas, une entreprise comme Starbucks est venue en France, elle n'a pas intérêt à ouvrir 2 magasins trop proches. Donc, par exemple, si on veut ouvrir le maximum de magasins sur une contrainte de type ne pas ouvrir 2 magasins à une distance inférieure à quelque chose, j'ai une sémantique industrielle, vous comprenez, c'est le début. Les industriels peuvent avoir bien sûr des contraintes beaucoup plus complexes, mais ce type de contrainte apparaît souvent. Après, voilà comment on le modélise avec GLPK. N, le nombre de villes. Ça, c'est la matrice d'adjacence qui code les relations des arêtes. J'ai mat ij égale 0 s'il n'y a pas d'arête de i à j, ou mat ij égale 1 s'il y a une arête. Bon, c'est un peu plus complexe ici. Ça, c'est plus facile pour l'objectif. L'objectif, ça fait somme des xi. Pour la contrainte, qu'est-ce que je veux faire pour la contrainte? Je veux modéliser cette contrainte-là. Voilà comment ça s'écrit en GLP-Sol. XU plus XV inférieur ou égal à 1 si jamais UV est une arête. Ici, j'utilise I. Je veux dire XI plus XJ inférieur ou égal à 1. Dans quelles conditions? Le I me permet de parcourir tous les sommets de 1 à N. Avec virgule, avec J, je peux parcourir encore une fois les sommets de I à J, mais je vais implémenter cette contrainte-là pour chaque IJ, mais pour chaque IJ, 2 points, qui vérifie le fait qu'il y a une arête de I à J. Et j'écris la contrainte. Vous avez les slides. Et après, ce qui est intéressant pour ce type de problème, solve. Printf, on a déjà vu. Sauf que dans le printf, je peux mettre une somme à afficher. Mais les données, sachez que les données, je peux les mettre même dans un autre fichier. Les données, c'est quoi pour moi? N, le nombre de sommets,
matrice d'adjacence qui permet de coder les arêtes. Comment ça marche? Dans un fichier séparé, vous mettez ça. Param n égale 4. Ici, j'ai une matrice 4 x 4. Ça, c'est la matrice 4 x 4 qui me donne les valeurs. Donc, ce bloc de données, il est optionnel. Il peut apparaître dans un fichier séparé. Et il faut mettre -d. Ouais, vous tapez. Il va falloir taper, si vous voulez. Il faudra taper un truc genre glp sol -m. Vous avez le, voilà, toto.mode, le modèle, et -d, si vous voulez, data.date pour les données. Ok. Donc le code final, si vous voulez le mettre dans un seul fichier, c'est ça, vous l'avez dans les slides. Donc comme ça, vous avez utilisé des matrices. Et je pense que je vais finir les slides, mais je vous écoute si jamais vous avez des questions. Je peux revenir sur tout ce que vous voyez sur ce slide. Je peux revenir sur des questions si vous me posez des questions. Sinon, je vais passer au dernier slide. Et j'arrête. Un autre problème, toujours défini sur un graphe. Il s'appelle le voyageur de commerce. Un problème très très connu. Il y a beaucoup d'encre, beaucoup de pages qui ont été écrites pour résoudre ce problème. Des innombrables pages ont été écrites sur ce problème. Je peux l'imaginer comme ça. Vous avez un graphe où chaque dans ce graphe-là, si vous voulez, chaque arête représente un trajet, une durée de trajet, si vous voulez. Vous comprenez? Je mets, je sais pas, 6, je sais pas, ça peut être un coût, ça peut être une durée, mais je mets 6 heures pour aller de Paris à Toulouse. 7, c'est le coût de Toulouse à Cannes. Vous avez ces villes-là. Et l'objectif du voyageur de commerce, c'est quoi? Il doit partir de Paris et visiter chaque ville une seule fois et revenir à Paris. C'est un voyageur de commerce à qui on a confié la tâche de visiter un ensemble de points sur une carte, grosso modo. Il doit minimiser le coût. Le coût, il peut être exprimé soit c'est de l'argent, soit des kilomètres, peu importe. C'est le problème du voyageur de commerce. Donc, un peu plus délicat à modéliser, mais voilà comment on peut le faire. On va utiliser un graphe pondéré cette fois-ci. Ça veut dire, on a les sommets, les arêtes, et une distance sur les arêtes. Le coût. V, c'est les sommets. E, c'est les arêtes. Par exemple, il y a une arête de Paris à Toulouse, mais il n'y a pas d'arête, si vous voulez, de Lille à Toulouse. Une autre manière, c'est de mettre une distance infinie et considérer qu'il y a quand même une arête. DUV, c'est la distance de U à V. Donc les villes, le sommet, c'est les villes, Paris, Lille, Cannes. Tac, tac, tac. Les distances. Et voilà comment on veut modéliser le problème et je vais m'arrêter là. Attendez, c'est un peu plus complexe. C'est le seul slide un peu plus mathématique. Qu'est-ce que vous pensez que c'est XIJ? XIJ pour deux villes I et J, soit doit coder la réponse binaire à la question suivante. Oui, est-ce que le voyageur de commerce va prendre le chemin de I à J? Si je décide de partir de Paris et d'aller à Lille, je fais Paris-Lille. Dans ce cas-là, je mets XIJ égale 1.
si je fais Paris-Lille, mais je ne fais pas Paris-Toulouse, si Paris-Toulouse n'est pas un trajet, une correspondance à utiliser, je vais mettre x j égale 0 pour Paris-Toulouse. Et je minimise quelque chose. C'est sur chaque ville I et J différente, je minimise CIJ, XIJ. Ça veut dire si je décide d'aller de I à J, ça me coûte CIJ. Je veux minimiser ce coût. Pour chaque ville I, qu'est-ce que ça me dit cette contrainte à votre avis? Une fois, oui. Je dois sortir une seule fois de I. La somme sur tous les J. Ça, c'est la somme. Somme sur chaque J. Donc, ça veut dire X I1 plus X I2 plus X I3 jusqu'à X IN égale 1. Ici, c'est pareil, mais si je fixe J, ça me dit qu'il faut que j'arrive à J, parce que chaque ville doit être visitée par quelque part. Ok. Quel est le problème si je modélise le problème de cette manière-là? C'est pas sûr de générer un circuit. Donc je vais écrire au tableau un exemple. Donc ça c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dites-moi si je prends, ça peut être, est-ce que ça c'est une solution réalisable? Est-ce que ça respecte les deux premières contraintes? Non. Si? Je crois que si, mais dites-moi. Parce que, par exemple, pour le sommet 2, qu'est-ce que je vais avoir? J'ai x2, 6 égale 1. Ça veut dire que pour i égale 2 ici, je vais avoir somme égale 1. Parce que je vois les choses comme ça. Je vais de 2 à 6. Si vous voulez, je mets des flèches. Ça me dit que x de 6 égale 1. Pour i égale 2, il y a un seul j qui est égal à 1, qui fait que x j égale à 1. Pour i égale 2, je vais avoir j égale 6, tel que x i j égale 1. Et pareil, il y a un seul pareil, il n'y a que le sommet 1 qui me fait aller vers 2. Okay. Mais ce qui gêne dans cette modélisation, c'est pour ça qu'on va mettre des contraintes un peu plus compliquées ici. On a besoin d'interdire ce qu'on appelle les sous-circuits. Ça veut dire quoi? Le problème, c'est que cette solution, elle est bien réalisable par rapport aux deux premières contraintes. Mais que pensez-vous de cette solution? Le problème, c'est que cette solution, elle est aussi réalisable par rapport aux deux premières contraintes. Mais le voyageur de commerce ne peut pas se téléporter de cette manière-là. On a deux sous-circuits qui vont respecter ça. Donc, en bref, ça veut dire que pour chaque ville I, il faut sortir, il faut rentrer aussi. C'est vérifié. Pour chaque ville,
il est possible d'y arriver à la ville et on sort aussi. Et là, c'est la dernière chose que je vais faire, c'est un peu plus complexe. Ici, il y a encore une contrainte bizarre. Donc ça, c'est juste la contrainte de binarité, ne vous fatiguez pas. Mais ce qui reste comme contrainte, j'ai ça. Je vais l'écrire avec vous d'une autre manière au tableau ou même dans... Je vais l'écrire dans ce fichier-là, d'une autre manière. Qu'est-ce que j'avais? Je vais l'écrire d'une manière plus intuitive. Qu'est-ce que ça sert? À partir de là, pour résoudre le problème, j'ajoute quelque chose de nouveau. Je veux aussi avoir en quelque sorte un timing. Qu'est-ce que je me dis? Je pars du sommet 0, du sommet origine, au moment 0. Mais bon, je vais faire un peu plus vite. Qu'est-ce que ça me dit cette contrainte-là? Ça va fixer un timing dans le circuit. Okay, je vais l'écrire comme ça. Je passe UJ à droite. J'ai UI plus N fois XIJ moins N plus 1 inférieur ou égal à UJ. D'accord? Je vais l'écrire comme ça. Là, je l'écris comme ça. Vous me suivez? C'est pareil. Je me suis trompé quelque part dans une notation ou quelque chose. Là, grâce à UI et UJ, je vais avoir un timing, un ordre de passage. Ici, il y a deux cas. Voilà, K1, KA. X, I, J égale 0. Ça veut dire qu'il n'y a pas de... On ne visite pas J juste après I. Dans ce cas-là, la contrainte revient à UI moins N plus 1 inférieur ou égal à UJ. Ça veut dire rien. Parce que UI, dans l'ordre de passage, UI, c'est l'ordre de passage de chaque sommet. Comme UI est inférieur à N, ça gêne. Vous comprenez? UI, c'est quand du moment où je mets ici moins N, ça veut dire que il n'y a pas de vraie relation entre UI et UJ. Ça revient juste à dire UJ supérieur ou égal à 1. C'est pas ça qui m'intéresse. Mais le cas B, si X, I, J égale à 1, je vais avoir UI plus 1 inférieur ou égal à UJ. Ça me dit quoi? Du moment où je l'écris comme ça, ça veut dire que si je décide de visiter la ville J après la ville U, si par exemple UI vaut 7, ça veut dire la 7e ville visitée, je vais avoir intérêt à dire que UJ c'est la 8e. Donc comme ça, à quoi ça sert ça?
ça sert à avoir un ordre de visite. Et aussi pour chaque ville visitée, je vais avoir le moment quand elle est visitée. Donc, du coup, dans ce cas-là, par exemple, je vais être obligé de dire si j'ai ça. Vous comprenez? Il faut que j'ajoute une autre variable. Là, je vais avoir par exemple 1, 2, 3. Et là, quand je vais de 3 à 1, mon circuit, il sera cassé. De l'autre côté, pareil, le circuit va être cassé. Même, comme c'est écrit ici, I et J différents de 0, donc dans cette formulation, vous voyez, la ville 0 existe dans le jeu. Si j'ai, par exemple, la ville 0 ici, et j'ai ce circuit-là, je peux mettre en ordre de visite, voilà des valeurs de U consistantes par rapport à ce circuit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, la condition est satisfaite pour chaque arête. Regardez, cette contrainte, elle ne concerne jamais le sommet 0. Donc ici, si jamais elle n'est pas satisfaite autour du sommet 0, ça ne pose pas de problème. Mais il y a au moins un seul sommet où l'ordre de visite se casse. Parce que j'ai ordre de visite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici, si j'avais mis la contrainte pour 0 aussi, j'aurais été obligé de mettre 8 ici. Donc le circuit se casse une fois. C'est le point de départ. Mais si jamais j'ai deux circuits séparés, ce type de relation, ce chaîne de relation va se casser deux fois. Il peut se casser une fois sur le point 0 dans le circuit, dans le sous-circuit qui passe par 0, mais il va automatiquement se casser une fois dans un autre sous-circuit qui passe pas par 0. Et comme ça, on élimine cette solution-là. Donc, je voulais vous familiariser, de vous dire que ça existe, parce que c'est une question de modélisation avancée, où c'est un peu plus complexe à le modéliser de manière correcte. Oui? Est-ce que dans les conditions qui précèdent, il ne faut pas dire que J est différent de Ou alors il faut faire une matrice où il n'y a pas de... Il n'y a pas d'arrêt de I à I. Ouais. Oui, non, il faut le dire d'une manière ou d'une autre, bien sûr. En fait, dans cette somme-là, par exemple, c'est écrit I différent de J. Ça veut dire que si jamais il s'amuse à prendre X, I égale 1, je pense que pour être sûr, il faut lui indiquer qu'il n'y a pas de variable X, I, en fait. Ouais. Le plus simple. X, I vaut 0. Parce que si on s'amuse à avoir X, I égale 0, ça peut que compliquer les choses. Mais je pense que si on essaie de mettre X, I égale 1 quelque part, cette contrainte va... Si on fait une matrice... dans l'absolu. Oui. On peut mettre un coup exceptionnel sur la diagonale, par exemple, pour être sûr.
Vous mettez partout I différent de J. Oui. De toute façon, du moment où vous mettez X, I égale 1 quelque part, ça veut dire qu'il y aura un problème. Parce que on va pas quitter le sommet I en fait. Grâce à... Il n'y aura pas de X si J égale 1 pour un J différent de I. Ce qui doit, je pense, faire, pardonnez-moi l'expression, péter ces relations-là. Quelque part, il y aura un sous-circuit, quelque chose, je pense. Ouais. Sans doute, il y aura un sous-circuit. Parce que X, I reste isolé. On ne pourra pas fermer le circuit. Donc, il y aura un sous-circuit quelque part. Des questions par rapport à tout ce que vous avez vu. Donc ça, c'était vraiment la partie la plus compliquée de mon cours. Mais vous aurez des questions sur tout ce que vous avez vu. Qu'est-ce que je fais par la suite? Je résous un exo du TP précédent ou je vous laisse travailler en autonomie en TP, comme vous voulez. En fait, il y a 3 TP. TP0, on a corrigé ensemble. TP1, c'était la fois passée. Oui. TP2 aussi. Si vous voulez comment je vois les choses dans le site, sur le site. C'est quoi la complémentarité des TP? Donc il y avait le TP0 d'initiation, je l'ai corrigé, vidéo, fichier. Il n'y avait pas de TP à la séance du 14. Oui, tout à fait. Il y avait un TP qu'on a eu la semaine dernière, qu'on ne l'a pas corrigé. Oui. Et il y a un TP aujourd'hui. D'accord. Donc je n'ai pas corrigé ce TP-là, mais c'est à vous de me dire si vous avez l'énergie de m'écouter encore, corriger des choses, ou donc je peux corriger n'importe quel exode ici, ou je peux m'arrêter et vous finissez ce TP-là parce que ce TP il n'a pas été fini la semaine dernière parce que j'ai fini trop tard. Il est très long, oui. Il est très long, donc quand j'ai commencé la séance d'aujourd'hui, je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup d'ajouter encore un TP ou pas? Ah oui, d'accord. Et au cas où, j'ai ajouté, si vous voulez, Ah oui. un TP2 au cas où pour ceux qui avancent très vite. Oui. Mais dans l'absolu, j'aurais pu me contenter d'avoir ce TP-là pour les séances 2 et 3. Et je veux dire, peut-être que le TP2 va au-delà un peu. Le TP2, il... Ah, vous l'avez regardé, celui-là. Pour aujourd'hui, le TP que j'avais préparé pour aujourd'hui, c'est des modélisations comme ça. Et à la fin, il y a comme bonus un exo avec un voyageur de commerce. Un peu comme... Mais c'était vraiment bonus. Je reste à votre disposition. Je peux faire... Je fais un exo du TP1. À vous de me dire où j'arrête. Est-ce qu'on aura le temps de compléter toutes les corrections des TP avant le TP multi? Pas trop. Donc moi j'essaie de... Je peux déposer des corrections en ligne. C'est peut-être mieux que je dépose des corrections en ligne, n'est-ce pas? Ou je fais un exo. Oh, allons-y, je fais un exo. Cet exo-là. Cette partie-là. Je la fais. À vous de me dire. Comment faire? De manière démocratique. Qui veut que je fasse ça? Ok, vous avez la majorité. Je vais faire cette partie-là. Ok. Soit le problème suivant. Max. Voilà. X plus Y inférieur à 5. X plus Y inférieur à 5. M'impose sur mes variables, si vous voulez, cette diagonale-là. 10x plus 6y, c'est la deuxième contrainte. Et ça, c'est ma zone réalisable. Okay. L'espace de solution est représenté à droite, donc tout ce qui est ici, ce qui ne dépasse pas, ce qui ne franchit pas cette droite-là.
si vous voulez la solution optimale en nombre réel, elle va être à l'intersection entre ces deux droites. Donc, si on veut résoudre ça, quelle est la solution qui se trouve à l'intersection de ces deux droites? Voilà, je vais dire, je suis à exo 4. C'est un TXT. Okay. Qu'est-ce que j'aime? C'est dans un TXT, d'accord? J'ai x plus y égale 5. 10x plus 6y égale 45. D'accord? Qu'est-ce que je fais? Je veux résoudre ça. Je vais dire que x égale 5 moins y. Ok. Excusez-moi. X égale 5 moins y, je veux résoudre ça. Je vais avoir 10 fois 5 moins y plus 6y égale 45. Donc 50 moins 10y plus 6y égale 45. C'est ça. Donc 5 moins 4y égale 0. Donc 4y égale 5. Donc là, y égale 1.25. C'est ça les relations. Okay. Et comme je disais que x égale 5 moins y, ça fait 3, tac. Ça doit être ça. Là, est-ce que c'est crédible? Ça me paraît crédible ce point-là. 1,25 au niveau de x1 sur la verticale. Y, pardon, non, y 1,25, y c'est là. X 3,75. Ok. Et qu'est-ce que je dois faire ici? Quelle est sa valeur objective? 5x plus 4y. Donc, OBJ, parce que je ne fais que recopier 5 fois 3,75 plus 4 1,25. Ça vaut... Est-ce que ça vaut? Voilà. Je trouve ça. Vous voyez, il y a beaucoup d'exos, mais si vous faites vite, c'est pas plus complexe que ça. Je viens de faire le 4, exo 4. Donc je trouve, si vous voulez, à la main, la solution optimale, parce que je vous ai donné l'information que la solution optimale se trouvait ici, à l'intersection de deux droites. Des questions? Non? Pardon. Donc je vais continuer. On va résoudre le problème grâce à GLP-Sol et on va vérifier la réponse précédente. Ok. Exo 5.mode. J'essaie de faire vite. Pardon.
var, donc j'écris le programme. Var x supérieur ou égal à 0, var y supérieur ou égal à 0, maximize obj 2 points 5 fois x plus 4y, st, merci, st, contrainte, x plus y inférieur ou égal à 5, contrainte 1 si vous voulez, contrainte 2, 10 fois x plus 6 fois y inférieur à 45. C'est ça? Display obj après solve. Solve. Display obj. End. Pas plus que ça. Et j'exécute glp-sol-m 2375 qui était le même objectif que j'avais trouvé à l'exo 4. J'avais trouvé ça. Pour y égale 1,25, x égale 3, machin, excusez-moi, je peux afficher display x, y, obj, tout. Et je vérifie. Ok, y 1,25, x 3, tac, 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 tac. Donc, grâce à ça, j'ai trouvé cette solution optimale en nombre continu. Je fais très vite, mais je suis obligé. Est-ce que vous avez des questions sur le code ou sur la question? C'est bon? C'est un programme avec deux variables, pas plus complexe que ça. Ce que je veux plutôt étudier avec vous, exercice 6. Je veux résoudre le même problème en nombre entier. On va obtenir une solution que j'appelle ici xi, yi. Et ça, c'est x étoile, y étoile. Est-ce que vous pensez que la solution en nombre entier se rapproche de la solution en nombre réel? Parce que si jamais c'est le cas, ça veut dire que la solution en nombre réel, ça nous donne une information très très pertinente. On prend la solution. Je me pose comme question, parce que si la solution en nombre réel est là, est-ce que la solution en nombre entier se rapproche? Proche, ça veut dire ça ou ça. Parce que ici, ça coupe ce point-là. On va voir si jamais elle est proche. Si elle est proche, ça va être celle-là ou celle-là. Comme ça, je fais exo6.mode. On fait, excusez-moi. Ok, qu'est-ce que j'ajoute? Integer, c'est tout. J'exécute. Et je trouve la solution 3, 2. Voilà. On a de la chance, hein? On peut dire. La meilleure solution qu'il a trouvée est celle-là. Donc, elle est proche de la solution en nombre continu, en nombre réel, mais pas la plus proche non plus. La plus proche est celle-là. Donc, je zoome pour répéter l'argument. La solution qu'on a calculée en nombre réel, elle est ici. Et la meilleure solution en nombre entier, elle est là. Elle est proche de la solution continue, mais pas la plus proche non plus. La plus proche, c'est celle-là. On peut appliquer ce qu'on a vu quand on a fait en continu, on a
droite qui était perpendiculaire à l'objectif et on a dit aller vers le bord. Oui. Et à ce moment-là, on voit bien que c'est... On a serré les... Ouais. Oui. Donc là, si on devrait faire ça, on aurait besoin d'une contrainte qui passe par là. Oui. Oui, c'est un peu complexe, mais je ne peux pas le calculer, j'ai pas le temps, mais c'est possible dans l'absolu. Mais il faut beaucoup travailler pour transformer les contraintes et serrer la zone réalisable. C'est une des méthodes utilisées. Mais un peu dans ce sens-là, c'est l'exo 7. Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'on peut changer une de ces deux contraintes pour augmenter sa valeur? Par exemple, au lieu de 5, on met 6. Ou pour la deuxième, au lieu de 45, on met 46. Pour que la solution optimale en nombre réel soit entière. Et ici, vous pouvez tester les deux contraintes. Si vous mettez x plus y inférieur ou égal à 6, on va assez loin. On peut essayer. Mais je pense que si vous mettez ici 46 à la place de 45, cette solution-là, elle va devenir réalisable. C'est ça l'idée. Je remplace 45 par 46. Ça veut dire que je déplace cette contrainte un peu à droite et je vais laisser cette solution réalisable. Et elle sera la solution optimale à la fois en nombre réel et en nombre entier. Pour vérifier ça, je prends les... Oui, donc... pardon. Donc... excusez-moi. Donc, pour l'exo 6, j'étais en nombre entier. Et pour l'exo 5, j'étais comme ça. Et je vais tester quelque chose avec vous à exo 7. Qu'est-ce que je fais ici? En cas d'étude très sympa, je mets 46. Et ici, je trouve sur cette propriété intéressante, vous allez voir, si j'exécute ça, je lui demande de résoudre le programme en nombre réel. Mais si je l'exécute, il va me donner 4, mais il a vraiment résolu le problème grâce à l'algo du simplex, ou à un algo de point antérieur où il a fait des calculs assez complexes, qui fait qu'il n'arrive pas à dire que y vaut 1. Mais quand vous voyez 0.9999, ça veut dire que c'est 1. En fait, de facto. Il a cherché avec des calculs très complexes un point optimal qui n'est pas tout à fait optimal. Il n'a pas pu mettre la main sur le point optimal, mais il est à côté. Donc pour moi, ça c'est une solution entière. D'ailleurs, si je l'affiche avec printf, si je l'affiche y égale avec printf pourcentage d et y, c'était ça. Il a affiché y égale 1 ici, vous voyez. Donc je peux faire comme ça. Tac. Le meilleur. Printf. Pardon. J'affiche des étoiles. Faites comme ça peut-être pour. J'affiche des étoiles pour que la solution soit claire. Des étoiles avec anti-slash n. Des étoiles à la fin. X égale pourcentage d. Y pourcentage d. XY en anti-slash n. Donc si je remplace ici avec 46, la solution en nombre réel, la solution optimale en nombre réel, c'est ça. Donc j'ai pas de difficulté à trouver la solution en nombre entier, c'est la même. C'est une belle propriété d'intégralité. On l'appelle la propriété d'intégralité.
où le problème de départ en nombre entier, il se réduit à un problème en nombre réel. Facile à résoudre. Donc c'est pour ça, si vous considérez les toutes premières questions de sac à dos déjà étudiées, parce qu'il y avait un exo de sac à dos dans le TP0 aussi, on a vu plusieurs, comme ça vous pouvez considérer que la première page du TP de la dernière semaine est faite. Vous pouvez faire le reste. C'est ce que vous avez le temps de faire. J'ai encore une fois débordé. Excusez-moi, c'est 20h15. Est-ce que vous aurez une question par rapport à tout ce que j'ai traité avant d'arrêter? Non? Alors, j'arrête.